Tremblantes de terreur, les jumelles Fontaine regardent impuissantes la voiture de leur père disparaître dans le désert, les condamnant à une mort atroce sous le soleil impitoyable. À 30 kilomètres de là, leur fidèle étalon Sable brise son enclos dans un fracas de bois, guidé par un instinct plus puissant que la raison humaine. La lumière dorée du soleil matinal s'infiltrait à travers les immenses fenêtres du château Bellerive, illuminant le visage d'Élise Fontaine, tandis qu'elle regardait sa sœur jumelle Marie faire des pirouettes dans leur chambre. Leur rire cristallin résonnait dans la pièce somptueusement décorée, un sanctuaire de privilèges que seule la fortune pouvait offrir. « Regarde, Élise. Je suis une ballerine comme celle que papa nous a emmenée voir à Paris, s'exclama Marie, sa robe rose tourbillonnant autour d'elle. À 6 ans, les jumelles Fontaine ne connaissaient que le luxe, leurs journées rythmées par des cours de piano, d'équitation et de ballet. Leur monde était une bulle dorée, protégée par la fortune considérable de leur père, François Fontaine, magnate de l'immobilier dont l'empire S étendait de Paris à Monaco. « Mesdemoiselles, annonça Madame Clément, leur gouvernante, depuis la porte, votre petit déjeuner est servi sur la terrasse. Votre père souhaite vous voir avant son départ. » Les petites filles échangèrent un regard excité. Leur père, souvent absent pour ses affaires, était une figure presque mythique dans leur vie, un dieu distant qui apparaissait avec des cadeaux somptueux avant de disparaître à nouveau dans le monde des adultes. Sur la terrasse, surplombant les jardins impeccables du domaine, François Fontaine consultait son téléphone d'un air absorbé. À ses côtés, Vivienne Mercier, sa compagne depuis 8 mois, sirotait un café, ses longs ongles rouges sang tapotant impatiemment la table en marbre. « Les voilà tes précieuses princesses » murmura-t-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. François releva la tête, son visage s'illuminant brièvement à la vue de ses filles. « Ah, mes petites, venez embrasser papa !» Les jumelles accoururent, leurs boucles châtaines rebondissant sur leurs épaules. Elles embrassèrent leur père, puis, avec une réticence évidente, firent un signe poli vers Vivienne. « Bonjour, mademoiselle Mercier » dirent-elles en chœur. « Quelle synchronisation parfaite !» répondit Vivienne, son ton miel cachant à peine son agacement. Comme des petites poupées programmées, François fronça légèrement les sourcils, mais ne releva pas. « J'ai une nouvelle excitante, mes chéris. Nous partons tous en voyage. » Les yeux des fillettesses écarquillèrent. « Où allons-nous, papa ?» demanda Élise, la plus curieuse des deux. « Au Maroc, » répondit-il, observant leur réaction. « Dans le désert. »« Nous prendrons même Sable avec nous. » À la mention de leur cheval adoré, les jumelles laissèrent échapper des cris de joie. Sable, un magnifique étalon noir, était leur compagnon depuis leur plus tendre enfance. François l'avait offert au domaine quand les filles n'avaient que 3 ans et une connexion inexplicable, était formée entre l'animal et les jumelles. Vraiment, Sable vient aussi. Marie sautillait d'excitation. Vivienne leva les yeux au ciel. « Franchement, François, je ne comprends toujours pas pourquoi nous devons transporter cette bête. Les écuries locales proposent des chevaux parfaitement adaptés au désert. » François posa sa main sur celle de Vivienne. « C'est important pour les filles, ma chérie, et Sable est un pur sang exceptionnel. Il s'adaptera. » Ce que François ne révéla pas, était la vraie raison de ce voyage précipité. Depuis la mort de leur mère Isabelle 3 ans plus tôt, ils s'étaient noyés dans le travail, laissant les jumelles aux soins de gouvernantes et précepteurs. L'arrivée de Vivienne dans sa vie avait changé sa perspective. Ambitieuse et calculatrice, elle l'avait convaincue que les jumelles étaient un obstacle à leur bonheur. « Elle te rappelle constamment Isabelle », lui avait-elle murmuré dans l'obscurité de leur chambre. « Comment peux-tu avancer avec ces fantômes autour de toi ?» Plus tard dans la journée, pendant que les filles se préparaient pour le voyage, François se rendit aux écuries pour vérifier les arrangements pour le transport de Sable. L'étalon s'agita à son approche, comme s'il percevait quelque chose dans l'attitude de l'homme.
Pierre, le palefrenier qui s'occupait de Sable depuis son arrivée, observa la scène avec curiosité. « Il est nerveux aujourd'hui, monsieur. C'est rare pour lui. » François s'approcha, tendant une main hésitante vers l'animal. Sable recula, ses yeux sombres fixés sur l'homme avec une intensité troublante. « Les animaux sentent des choses que nous ne pouvons pas comprendre, » dit Pierre doucement. Sable a toujours été spécial, presque conscient. François balaya cette remarque d'un geste. « Ce n'est qu'un cheval, Pierre. Assurez-vous simplement qu'il soit prêt pour le transport demain matin. » En retournant vers le château, François sentit le regard de l'animal peser sur son dos. Un frisson inexplicable le traversa. Pour un instant, il hésita, se demandant si le plan qu'il avait concocté avec Vivienne était vraiment ce qu'il voulait. Son téléphone vibra. Un message de Vivienne. « Tout est arrangé de notre côté. » « Ne faiblis pas maintenant. » François serra les dents et continua sa marche. Le billet était jeté. Dans 3 jours, sa vie prendrait un nouveau tournant, sans les rappels constants de son passé, sans les jumelles. Ce qu'il ignorait, c'était que dans l'ombre des écuries, Sable s'agitait de plus en plus, comme s'il percevait la menace planant sur ses jeunes maîtresses bien-aimées. Le jet privé de François Fontaine fendait le ciel méditerranéen, laissant derrière lui la France pour les terres ocres du Maroc. Dans la cabine luxueuse, Marie dormait, sa tête reposant sur les genoux d'Élise qui regardait par le hublot, émerveillée par l'immensité bleue en dessous. « C'est comme dans les livres de contes, n'est-ce pas ?» murmura Madame Clément, assise en face des fillettes. La gouvernante avait insisté pour accompagner les jumelles, malgré les objections à peine voilées de Vivienne. « Est-ce que Sable va bien ?» demanda Élise, son front plissé d'inquiétude. « Il n'aime pas être enfermé. » « Ton cheval voyage dans un avion cargo spécial, » la rassura Madame Clément. « Il sera à Marrakech quelques heures après nous. » À l'avant de l'appareil, Françoise et Vivienne parlaient à voix basse, leurs têtes rapprochées dans une conspiration intime. « Tu es certain que tout est arrangé ?» chuchota Vivienne, ses doigts jouant distraitement avec le bracelet en diamant que François lui avait offert la veille. François hocha la tête, mais une ombre passa sur son visage. Omar nous attendra à l'aéroport. Il connaît le désert mieux que quiconque, et sait exactement où. Sa voix s'étrangla légèrement. Vivienne serra son bras, ses ongles s'enfonçant légèrement dans sa chair. Ne faiblis pas maintenant, François. Pense à notre avenir. Après cette semaine, nous serons libres. Plus de rappels constants, plus de responsabilités qui te retiennent. Mais elles sont mes filles, murmura-t-il, si bas que Vivienne dut se pencher pour l'entendre. Des filles qui te rappellent chaque jour la femme que tu as perdue, répliqua-t-elle, une pointe d'agacement dans sa voix. Tu ne pourras jamais vraiment avancer avec ces fantômes. C'est la meilleure solution pour tout le monde. François ferma les yeux, se remémorant le plan qu'ils avaient élaboré, une excursion dans le désert. Un moment d'inattention soigneusement orchestré. Les jumelles, laissées dans une région isolée mais où, selon Omar, des nomades berbères passaient régulièrement. Elles seraient trouvées, prises en charge, peut-être adoptées par une famille locale. Pendant ce temps, lui et Vivienne déclareraient leur disparition, joueraient les parents éplorés, puis, après des recherches infructueuses, retourneraient en France pour guérir de cette tragédie. Elles ne souffriront pas, avait insisté Vivienne. C'est mieux que de grandir avec un père qui ne les voit jamais. L'atterrissage à Marrakech fut accueilli par une chaleur écrasante qui saisit les jumelles dès la sortie de l'avion. Les bâtiments ocres et les palmiers contrastaient violemment avec les paysages verdoyants de leur Normandie natale. Omar Ben Ali, un homme mince au visage buriné par le soleil, les accueillit avec une politesse professionnelle qui masquait sa complicité. Tandis qu'il guidait la famille vers une luxueuse villa à la périphérie de la ville, ses yeux croisèrent ceux de François dans le rétroviseur. Un bref échange qui scella silencieusement leur accord. « Nous partirons pour le désert après-demain.
annonça François au dîner, servi sur une terrasse ombragée. Cela laissera à Sable le temps de s'acclimater. Les jumelles échangèrent un regard excité. « Pourrons-nous le voir demain ?» demanda Marie, ses yeux brillants d'anticipation. « Bien sûr », répondit François, évitant le regard désapprobateur de Vivienne. « Nous irons aux écuries ensemble. » Cette nuit-là, tandis que les jumelles dormaient paisiblement dans leur chambre, aux murs ornés de mosaïques colorées, François se tenait sur le balcon, contemplant les lumières de Marrakech. La culpabilité le rongeait, formant un nœud douloureux dans sa poitrine. Vivienne glissa ses bras autour de sa taille, posant sa tête contre son dos. « À quoi penses-tu ? Je me demande si je suis vraiment devenu le monstre que je vois dans le miroir, » murmura-t-il. Elle se déplaça pour lui faire face. Dans la pénombre, son visage semblait presque bienveillant. « Tu n'es pas un monstre, François. Tu es un homme qui a souffert, qui mérite une seconde chance au bonheur. Les filles trouveront leur place, les enfants s'adaptent. » Le lendemain, comme promis, François emmena les jumelles voir Sable. Elle, étalon noir, majestueux malgré le voyage éprouvant, hennit doucement, en apercevant les fillettes. Élise et Marie coururent vers lui, leurs petites mains tendues pour caresser son museau velouté. « Il nous a manqué !» dit Élise, enfouissant son visage dans la crinière soyeuse de l'animal. François observa cette scène avec un mélange de émerveillement et de désespoir. Le lien entre ses filles et ce cheval avait toujours eu quelque chose de mystique, comme si l'animal comprenait parfaitement les jumelles, veillait sur elles d'une manière que lui-même n'avait jamais su faire. « Papa, regarde !» s'exclama Marie. « Sable essaie de nous dire quelque chose !» Elle et Talon s'agitaient, piaffant et secouant sa tête, ses yeux sombres fixés sur François avec une intensité troublante. « Il est juste nerveux à cause du voyage », répondit François. Mais une sensation de malaise l'envahit. Pour un instant fugace, il eut l'impression que l'animal savait, que d'une manière inexplicable, Sable avait percé à jour son terrible secret. « Venez, les filles !» dit-il brusquement. « Nous devons nous préparer pour demain. » Alors qu'il quittait les écuries, François ne vit pas Sable briser la barrière de son box pour les suivre du regard, ses naseaux frémissant comme s'il humait une menace invisible dans l'air brûlant du Maroc. L'aube teintait le ciel marocain d'or et de pourpre lorsque les préparatifs pour l'excursion dans le désert commencèrent. Dans la cour de la villa, Omar supervisait le chargement des véhicules tout-terrain, son visage impassible masquant ses pensées tandis qu'il observait François s'approcher. « Tout est prêt, monsieur Fontaine », dit-il sobrement, comme convenu. François hocha la tête, incapable de soutenir le regard de l'homme. Dans sa poche, il sentait le poids de l'enveloppe épaisse contenant la somme astronomique qu'il avait promise à Omar pour sa discrétion. De l'argent pour acheter le silence, pour payer sa propre lâcheté. « Les filles sont-elles prêtes ?» demanda Vivienne, apparaissant à ses côtés dans une tenue safari impeccable, ses lunettes de soleil dissimulant son expression. « Madame Clément les aide à se préparer », répondit François, sa voix étrangement distante. Vivienne s'approcha, ajustant sa cravate avec une familiarité possessive. « Rappelle-toi notre accord avec Omar. Madame Clément restera au premier campement pendant que nous continuons avec les filles. C'est là que... » Elle laissa sa phrase en suspens, mais le message était clair. À ce moment, un hennissement puissant retentit. Sable, attaché à un van spécial qui les suivrait dans les zones accessibles du désert, s'agitait violemment, tirant sur ses liens comme s'il cherchait à se libérer. « Ce cheval est impossible », siffla Vivienne. « Je ne comprends toujours pas pourquoi nous avons dû l'amener. » L'un des palefreniers marocains s'approcha respectueusement. « Pardonnez-moi, monsieur, mais cet animal est très perturbé. Peut-être serait-il préférable de le laisser ici. » François observa Sable, troublé par l'agitation inhabituelle de l'étalon. « Non, nous l'emmenons comme prévu. Les filles tiennent à monter dans le désert. »
Les jumelles émergèrent de la villa, vêtues de tenues assorties, adaptées au désert, leurs visages illuminés par l'excitation de l'aventure à venir. Marie portait le petit appareil photo que François leur avait offert la veille, un dernier cadeau avant l'impensable. « Papa, est-ce qu'on verra des dromadaires ?» demanda Élise, sautillant d'impatience. François s'accroupit, mettant son visage à hauteur de celui de sa fille. Pour un instant, il se perdit dans ses yeux qui reflétaient si parfaitement ceux d'Isabelle. « Oui, ma chérie, et des oasis, et peut-être même des nomades du désert. Et Sable pourra galoper dans les dunes ?» ajouta Marie, son regard dérivant vers l'étalon qui, était momentanément calmé à la vue des jumelles. « Bien sûr, » mentit François, sachant que le cheval ne les accompagnerait que jusqu'au premier campement. Le convoi ébranla sous le soleil montant, quittant Marrakech pour s'enfoncer dans les paysages changeants qui menaient au désert. Dans le véhicule principal, François conduisait, Vivienne à ses côtés, tandis que les jumelles et Madame Clément occupaient les sièges arrière. Le vent transportant Sable et 2 palefreniers suivaient à distance raisonnable. À mesure que les heures passaient et que la végétation se raréfiait, cédant la place aux étendues rocailleuses puis aux premières dunes, François sentait sa résolution vaciller. Plusieurs fois, il croisa le regard inquiet de Madame Clément dans le rétroviseur. La gouvernante semblait percevoir que quelque chose n'allait pas. « Nous approchons du premier campement », annonça Omar depuis le véhicule qui les précédait, sa voix grésillant dans la radio. « Nous y serons avant le coucher du soleil. » Le campement, un ensemble de tentes luxueuses installées près d'une petite oasis, apparut comme un mirage dans l'immensité ocre. Pendant que le personnel s'affairait à préparer le dîner, les jumelles coururent vers le van qui transportait Sable, impatientes de montrer à leurs fidèles compagnons ce nouveau monde extraordinaire. « Il semble plus calme maintenant », observa le palefrenier marocain, tandis que elle, étalon, s'abreuvait d'une eau précieuse dans le désert. François observait la scène de loin, sentant le poids du moment qui approchait. Selon le plan, Madame Clément resterait ici demain, tandis qu'eux poursuivraient vers un prétendu site spectaculaire. En réalité, ils se rendraient dans une zone isolée où les jumelles seraient abandonnées. « C'est notre dernière chance de renoncer », murmura-t-il à Vivienne alors qu'ils se tenaient à l'écart. Elle serra son bras, ses ongles s'enfonçant dans sa chair comme des cerfs. « Ne sois pas ridicule, tout est arrangé. » Ces filles sont un obstacle à notre bonheur, à ton bonheur. Fais-le pour nous, François. Cette nuit-là, incapable de dormir, François sortit de la tente qu'il partageait avec Vivienne. Sous le ciel étoilé du désert, il marcha jusqu'à l'enclos temporaire où Sable avait été installé. L'étalon noir se tenait immobile, sa silhouette se découpant contre les dunes argentées par la lune. « Que dois-je faire ?» murmura François, comme si cet animal pouvait lui offrir la sagesse qui lui faisait défaut. Sable s'approcha de la barrière, ses yeux sombres reflétant les étoiles. Pour un instant, François eut l'impression que le cheval le jugeait, voyait jusqu'au fond de son âme corrompue. « Papa ?» La voix d'Élise le fit sursauter. La fillette se tenait là, en chemise de nuit, ses pieds nus dans le sable. « Pourquoi tu parles à Sable tout seul ?» François sentit son cœur se briser. « Je lui disais bonne nuit, ma chérie. Retourne te coucher maintenant. » Élise s'approcha, glissant sa petite main dans celle de son père. « Tu sais, papa, maman me manque beaucoup, mais je suis contente que nous soyons tous ensemble ici. Toi, Marie, Sable et moi, comme une famille. » François ferma les yeux, le dégoût de lui-même montant comme une vague. « Oui, comme une famille, » répéta-t-il, la voix étranglée. Le soleil marocain élevait impitoyablement au-dessus du campement, promettant une journée d'une chaleur étouffante. François, les traits tirés après une nuit sans sommeil, observait les préparatifs pour la 2e journée d'excursion, chaque mouvement le rapprochant de l'irréparable. «
J'ai préparé un pique-nique pour votre excursion d'aujourd'hui, annonça Madame Clément, tendant un panier soigneusement garni à François. Les petites adorent les tartelettes aux fruits que j'ai emballées. François prit le panier, incapable de soutenir le regard de la gouvernante. Merci, Madame Clément, et prenez soin de vous aujourd'hui. Reposez-vous bien. Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir vous accompagner, répondit-elle, une pointe de suspicion dans sa voix. Cette migraine est apparue si soudainement. Vivienne avait veillé à ce que le thé de Madame Clément soit généreusement dosé en somnifères légers la veille au soir, suffisamment pour qu'elle se sente trop indisposée pour les accompagner, mais pas assez pour éveiller ses soupçons. « Ne vous inquiétez pas », intervint Vivienne avec un sourire calculé. « Nous prendrons bien soin des filles. Nous serons de retour avant le coucher du soleil. » Les jumelles émergèrent de leur tente, déjà vêtues pour l'aventure, leurs chapeaux identiques protégeant leur visage délicat du soleil implacable. « Madame Clément ne vient pas ?» demanda Marie, déçue. « Ou elle doit se reposer aujourd'hui », expliqua François, évitant le regard accusateur de Sable, qui, depuis son enclos, semblait suivre chaque mouvement avec une intelligence troublante. « Est-ce que Sable vient avec nous ?» Élise fixait elle les talons avec espoir. François échangea un regard avec Omar, qui intervint promptement. « Le terrain où nous allons aujourd'hui est trop difficile pour les chevaux, petite mademoiselle. Sable restera ici où il sera plus confortable. » Elle et Talon hennit violemment, comme pour protester contre ce mensonge. Un des palefreniers s'approcha, tentant de le calmer, mais l'animal se cabra, repoussant l'homme avec une force inhabituelle. « Ce cheval devient dangereux », commenta Omar en fronçant les sourcils. « Il sent quelque chose », murmura le palefrenier, frottant son bras endolori. « Les animaux perçoivent des choses que nous ne pouvons pas voir. » François détourna le regard, oppressé par la culpabilité. « Nous devons partir maintenant si nous voulons atteindre le site avant que la chaleur ne devienne insupportable. » Le convoi réduit à 2 véhicules ébranla, laissant derrière lui le campement qui rapetissait jusqu'à devenir un simple point dans l'immensité dorée du désert. Dans le véhicule de tête, Omar conduisait, tandis que François, Vivienne et les jumelles occupèrent le second. Après 1 heure de trajet sur des pistes de plus en plus indistinctes, Omar s'arrêta près d'une formation rocheuse étrange qui jaillissait du sable comme les doigts d'un géant. « C'est ici !» annonça-t-il simplement, échangeant un regard entendu avec François. « Quel endroit magnifique !» s'exclama Vivienne avec un enthousiasme forcé. Les filles venaient voir ces rochers extraordinaires. Élise et Marie descendirent du véhicule, éblouies par ce nouveau paysage si différent de tout ce qu'elles connaissaient. « Prenez votre appareil photo », suggéra François, la gorge serrée. « Allez explorer un peu pendant que nous préparons le pique-nique. » Les jumelles s'éloignèrent, main dans la main, pointant du doigt des formations rocheuses et prenant des photos, inconscientes du drame qui se jouait derrière elles. « C'est le moment », murmura Vivienne, serrant le bras de François. « Une Omar va rester avec nous jusqu'à ce qu'elle soit hors de vue, puis nous partirons. » François observait ses filles, leur innocence, leur joie pure devant les merveilles du désert. Une vague de nausée le submergea. « Je ne peux pas, » souffla-t-il. « Tu n'as pas le choix, » siffla Vivienne. « Tout est arrangé. Omar a déjà été payé. » Les nomades passent régulièrement par ici. Les filles seront trouvées dans quelques heures. Et si elles ne le sont pas? Elles le seront, intervint Omar, son ton ne laissant place à aucun doute. J'ai vérifié personnellement les routes des caravanes. Maintenant, c'est le moment, avant qu'elles ne reviennent. Comme dans un cauchemar éveillé, François se retrouva à monter dans le véhicule, observant les silhouettes diminutives de ses filles qui s'éloignaient toujours plus. Le moteur rugit, couvrant momentanément les battements assourdissants de son cœur. Au campement, Sable s'agitait de plus en plus. Quelque chose dans son comportement alerta Madame Clément qui, malgré sa somnolence, s'approcha de l'enclos. « Qu'est-ce qui t'arrive, mon beau ?»
murmura-t-elle, inquiète par elle l'état d'agitation extrême de l'animal. Soudain, Sable se cabra violemment, brisant la barrière de son enclos dans un fracas de bois brisé. Avant que quiconque puisse réagir, l'étalon S élança vers le désert, suivant avec une précision inexplicable la direction qu'avaient prise les véhicules quelques heures plus tôt. « Arrêtez-le » cria un des palefreniers, mais Sable était déjà loin, sa silhouette noire se détachant sur l'or du désert comme une ombre vengeresse. Dans le désert, Élise fut la première à se retourner, son sourire se figeant en constatant l'absence des véhicules. « Oh Marie !» appela-t-elle, sa voix tremblante. « Papa est parti !»« Marie ! Papa est parti !» La voix d'Élise, d'habitude si mélodieuse, se brisa en un sanglot étranglé. Marie se retourna brusquement, ses yeux balayant le étendue désertique où les véhicules S s'étaient tenus quelques minutes plus tôt. L'appareil photo glissa de ses mains tremblantes, s'enfonçant doucement dans le sable. « C'est impossible !» murmura-t-elle, refusant d'accepter les évidences. « Papa ne nous laisserait jamais !» Les jumelles gravirent une petite dune, scrutant l'horizon dans toutes les directions. Seul le désert impitoyable leur répondait. Les formations rocheuses projetant des ombres allongées sur le sable doré. Aucune trace des véhicules, seulement quelques empreintes de pneus qui se éloignaient, effacées progressivement par le vent capricieux. « Il va revenir », affirma Marie, ses yeux remplis de larmes contredisant sa conviction. « C'est peut-être un jeu où ils sont allés chercher quelque chose. » Élise, plus pragmatique que sa sœur, secouait déjà la tête. « Il ne reviendra pas », dit-elle doucement, une compréhension adulte assombrissant son regard enfantin. « Je l'ai entendu parler avec Vivienne hier soir. Il disait que nous étions un obstacle. » Les deux fillettes se tinrent par la main, leurs silhouettes fragiles tremblant sous le soleil implacable du désert marocain. Les larmes traçaient des sillons brillants sur leurs joues, tandis que la terrible réalité s'imposait. Elles avaient été abandonnées, délibérément laissées à leur sort dans l'un des environnements les plus hostiles de la planète. À des kilomètres de là, dans le véhicule filant vers le campement, François fixait le paysage défilant avec des yeux vides. Son corps était présent, mais son esprit restait avec ses filles, imaginant leur confusion, leur peur, leur sentiment d'abandon. « C'est fait », déclara Vivienne, un sourire satisfait étirant ses lèvres rouges. « Nous sommes enfin libres, mon amour. » François ne répondit pas. La liberté qu'elle évoquait lui semblait soudain être la pire des prisons. Il avait vendu son âme, trahi la confiance absolue que ses enfants avaient placée en lui. « Elles seront trouvées rapidement », assura Omar depuis le siège conducteur, interprétant le silence de François comme de l'inquiétude. Les caravanes berbères passent régulièrement par cette zone. « Régulièrement », répéta François, sa voix à peine audible. « Qu'est-ce que cela signifie exactement? Quelques heures? Un jour ?» Omar hésita, ses mains se crispant légèrement sur le volant. « 2 jours, peut-être 3 au maximum. » 3 jours. François se redressa brusquement. « Vous m'aviez dit quelques heures. Elles n'ont ni eau ni nourriture suffisante. » « J'ai laissé le panier de pique-nique, » intervint Vivienne, irritée par sa réaction. « Et elles ont leurs petites gourdes. » « Arrête de dramatiser, François. Ce qui est fait est fait. » Au campement, Madame Clément émergeait lentement de sa somnolence induite. Quelque chose n'allait pas. Elle le sentait au plus profond d'elle-même, cette sensation viscérale que seuls les ans passés à s'occuper d'enfants peuvent développer. « Où est Sable ?» demanda-t-elle à un palefrenier qui passait, remarquant l'enclos brisé. « Il s'est échappé, madame, » répondit l'homme, visiblement nerveux. « Il a brisé la barrière et s'est élancé dans le désert, comme s'il était possédé. »« Dans quelle direction ?» Le palefrenier pointa vers l'est, la même que les véhicules ce matin. Un frisson parcourut aile et échine de Madame Clément. Elle consulta sa montre, calculant mentalement. Ils étaient partis depuis plus de 4 heures maintenant, beaucoup trop long pour une simple excursion matinale.
Rassemblant ses forces, elle marcha jusqu'à la tente de François et Vivienne. Sans hésitation, elle entra et commença à fouiller méthodiquement, cherchant un indice, n'importe quoi qui pourrait expliquer son malaise grandissant. Dans une mallette soigneusement rangée, elle découvrit des documents, des billets d'avion. Pour 2 personnes seulement, François et Vivienne, datés du lendemain. « Mon Dieu !» souffla-t-elle, comprenant soudain l'ampleur de l'horreur. Les petites. Pendant ce temps, Sable galopait à travers le désert avec une détermination surnaturelle. Elle, étalon noir, habituée au pâturage verdoyant et aux écuries luxueuses de Normandie, puisait dans des ressources insoupçonnées pour traverser ce paysage hostile. Sa robe d'ébène, luisante de sueur, contrastait violemment avec l'ocre du désert. Ce qui guidait Sable N n'était pas seulement son instinct animal, mais un lien presque mystique qui, était tissé entre lui et les jumelles depuis leur première rencontre. Chaque cellule de son être était tendue vers un unique objectif, les retrouver. Au fil des kilomètres, l'étalon suivait les traces des véhicules avec une précision étonnante, s'arrêtant parfois pour humer l'air, comme s'il pouvait sentir la peur des fillettes portées par le vent du désert. Élise et Marie S. étaient réfugiées à l'ombre d'une formation rocheuse, blotties l'une contre l'autre. La chaleur était devenue insupportable, et bien qu'elles eussent rationné leur eau, leur petite gourde était presque vide. « J'ai soif », murmura Marie, ses lèvres sèches et craquelées. Élise lui tendit sa propre gourde. « Prends la mienne. »« Non, tu en as besoin aussi. »« On va la partager alors, » décida Élise. « Juste une petite gorgée chacune. » L'eau tiède coula dans leurs gorges desséchées, un soulagement momentané dans leur calvaire. Le panier de pique-nique abandonné par Vivienne contenait encore quelques tartelettes aux fruits, mais la faim n'était pas leur préoccupation principale. C était la soif, implacable sous le soleil brûlant, qui représentait le plus grand danger. « Qu'est-ce qu'on va faire, Élise ?» demanda Marie, sa voix trahissant une peur qu'aucun enfant ne devrait connaître. Élise serra la main de sa sœur. « On va attendre que quelqu'un nous trouve. Madame Clément va s'inquiéter quand on ne reviendra pas. Elle enverra des gens nous chercher. Et si personne ne vient ?» La question resta suspendue entre elles, terrible dans sa simplicité. Élise n'avait pas de réponse à offrir, seulement la chaleur de sa main dans celle de sa sœur, une promesse silencieuse qu'elles affronteraient ensemble ce qui les attendait. Au loin, un nuage de poussière s'élevait. Un mouvement dans l'immobilité du désert. Une silhouette sombre se détachant progressivement sur l'horizon brûlant. « Regarde !» s'écria Marie, pointant du doigt. « Quelqu'un vient !» Élise plissa les yeux, tentant de distinguer la forme approchante. Son cœur s'accéléra lorsqu'elle reconnut finalement la silhouette familière. « C'est Sable !» hurla-t-elle, bondissant sur ses pieds. « Marie, c'est Sable !» Elle, étalon noir, galopait vers les jumelles, sa crinière flottant comme une bannière d'espoir dans l'air brûlant du désert. Les fillettes, oubliant momentanément leur épuisement et leur peur, se mirent à courir à sa rencontre, leurs petites jambes luttant contre le sable mouvant. « Sable! Sable !» criaient-elles à l'unisson, leur voix cassée par la soif et l'émotion. L'animal ralentit à leur approche, hennissant doucement comme pour les rassurer. Lorsqu'il les atteignit enfin, il baissa sa tête majestueuse, frottant son museau contre leur visage baigné de larmes. Élise et Marie s'accrochèrent à son encolure, enfouissant leur visage dans sa crinière soyeuse, trouvant dans cette présence familière un réconfort inespéré. « Comment nous a-t-il trouvés ?» murmura Marie, émerveillée malgré leur situation désespérée. « Il nous a suivis », répondit Élise, caressant le flanc de l'animal couvert de sueur et de poussière. « Il a dû échapper du campement. » Sable s'agenouilla soudain dans le sable, comme s'il invitait les fillettes à monter sur son dos.
Les jumelles échangèrent un regard, comprenant instinctivement son intention. « Il veut nous emmener quelque part », dit Élise, aidant sa sœur à grimper sur le dos de Elle étalon avant de se hisser derrière elle. À peine installé, Sable se redressa doucement et commença à marcher d'un pas assuré, éloignant des rochers où les fillettes étaient abritées. Sa démarche était délibérée, comme s'il suivait un chemin invisible, connu de lui seul. « Où nous emmène-t-il » demanda Marie, s'agrippant à la crinière de l'animal. « Je ne sais pas » avoua Élise. « Mais je lui fais confiance. » Pendant ce temps, au campement, Madame Clément affrontait le personnel avec une détermination féroce. « Ces enfants sont en danger !» criait-elle, brandissant les billets d'avion découverts dans la tente de François. « Il faut alerter les autorités immédiatement. » Les employés marocains échangeaient des regards embarrassés, pris entre leur loyauté envers leur employeur et l'évidence d'un crime odieux. « Madame !» intervint finalement le chef du personnel. « Nous n'avons pas de communication satellite ici. Le véhicule de sécurité est parti avec Monsieur Fontaine. Alors préparez-moi un chameau, une jeep, n'importe quoi, » exigea la gouvernante, son visage habituellement placide, déformé par l'urgence. « Je dois rejoindre la ville la plus proche. »« Ce serait trop dangereux pour vous seule, madame, » protesta l'homme. « Mais j'enverrai 2 de mes hommes à la ville de Merzouga. C'est à 4 heures de route. Ils alerteront les autorités. » Madame Clément acquiesça, sachant qu'elle n'avait pas d'autre choix. « Dites-leur de se dépêcher. La vie de 2 petites filles est en jeu. » Tandis que 2 hommes partaient à motocyclette vers la civilisation, la gouvernante s'effondra sur une chaise, le poids de l'impuissance écrasant ses épaules. Son regard se perdit dans l'immensité du désert, dans la direction qu'avait prise Sable. « Trouve-les » murmura-t-elle, comme une prière. « Trouve-les, mon brave. » Dans le véhicule qui retournait au campement, le silence était devenu insupportable. François fixait le paysage défilant, mais son esprit était ailleurs, hanté par les visages de ses filles. Chaque dune, chaque rocher semblait lui reprocher sa trahison. Soudain, il se redressa. « Arrêtez la voiture !» Omar jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, surpris. « Monsieur, j'ai dit, arrêtez la voiture !» hurla François, son poing s'abattant sur le tableau de bord. Le véhicule s'immobilisa dans un nuage de poussière. François ouvrit la portière et sortit, respirant profondément l'air brûlant du désert. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Vivienne, le rejoignant à l'extérieur. « Ah, je retourne chercher mes filles, » déclara-t-il, sa voix ne laissant place à aucune discussion. Le visage de Vivienne se durcit. « Tu as perdu l'esprit ? Tout est arrangé, François. Nous prenons l'avion demain. Une nouvelle vie nous attend. » Une vie construite sur la mort de 2 enfants innocents. Il se tourna vers elle, la voyant soudain sous un jour nouveau. « C'est ça que tu m'offres, Vivienne. Une vie de remords et de cauchemars. Ne sois pas mélodramatique, siffla-t-elle. Elles seront trouvées. Dans 3 jours, sans eau suffisante sous ce soleil. » François secoua la tête. « Je ne peux pas vivre avec ça. » Il se tourna vers Omar. « Ramenez-moi là-bas, immédiatement. » Le guide hésita, regardant alternativement François et Vivienne. La femme s'approcha de lui, murmurant quelque chose que François ne put entendre. Omar hocha la tête presque imperceptiblement. « Bien sûr, Monsieur Fontaine, » dit-il finalement. « Montez, nous y retournons. » François grimpa dans le véhicule, ignorant le regard glacial de Vivienne. Il ne savait pas si ses filles pourraient jamais lui pardonner, mais il devait essayer de réparer son erreur monstrueuse. Il devait les retrouver. Ce qu'il ignorait, c'est que le véhicule ne retournait pas vers l'endroit où ils avaient abandonné les jumelles. Sur instruction silencieuse de Vivienne, Omar avait pris une direction légèrement différente, les éloignant des fillettes tout en donnant l'impression de revenir sur leurs pas. Au cœur du désert, Sable avançait d'un pas régulier malgré la fatigue évidente qui ralentissait ses mouvements. Les jumelles,
toujours sur son dos, scrutait l'horizon à la recherche d'un signe de vie, d'un point d'eau, de n'importe quoi qui pourrait les sauver. « Élise, regarde !» s'exclama soudain Marie, pointant vers le sol. « Les empreintes de sable !» Élise suivit du regard ce que montrait sa sœur. Effectivement, le passage de L étalon laissait une piste bien visible dans le sable. Une piste que des sauveteurs pourraient suivre. « Tu crois que c'est pour ça qu'il marche si lentement ?» demanda Marie, une lueur d'espoir dans les yeux. « Pour laisser des traces ?» Élise caressa l'encolure de l'animal. « Il est bien plus intelligent que tout ce que papa a jamais imaginé. » Le mot « papa » resta suspendu entre elles, chargé d'une douleur nouvelle, d'une incompréhension qui dépassait leur jeune âge. Comment le père qu'elles avaient tant aimé avait-il pu les abandonner ainsi? « Pourquoi il nous a laissés, Élise ?» La voix de Marie était à peine audible, étouffée par les sanglots qu'elle tentait de contenir. Élise serra plus fort sa sœur contre elle. « Je ne sais pas, Marie, je ne sais pas. » Sable s'arrêta brusquement, ses oreilles dressées en alerte. Au loin, un son ténu perçait le silence du désert. Des voix, peut-être, ou le vent jouant dans les rochers. Elle étalon huma l'air, puis reprit sa marche avec une énergie renouvelée. « Tu entends ?» demanda Élise, tendant l'oreille. Marie hocha la tête, son visage s'illuminant d'espoir. « On dirait des chameaux ?» À plusieurs kilomètres de là, une caravane de nomades berbères traversait le désert, inconsciente du drame qui se jouait et du rôle crucial qu'elle allait bientôt jouer dans le destin de deux petites filles abandonnées par leur père. La caravane berbère avançait lentement à travers les dunes. Une procession de chameaux et d'hommes enveloppés dans des tissus indigos se détachant sur l'or du désert. Hamid Ouaziz, le chef de la caravane, un homme au visage buriné par 60 années de soleil implacable, menait le groupe avec l'assurance de ceux qui lisent le désert comme d'autres lisent un livre. Un père appela son fils Youssef, pointant vers l'horizon. « Regarde là-bas !» Hamid plissa les yeux, scrutant la direction indiquée. Une silhouette sombre et inhabituelle se découpait contre le sable doré. Un cheval noir, dans cette région du Sahara où les dromadaires régnaient en maître, et sur son dos, deux petites formes pâles. « Bismillah » murmura le vieil homme, avant de donner des ordres rapides en tamazight, la langue berbère. Immédiatement, 3 hommes se détachèrent du groupe, guidant leurs chameaux vers l'apparition étrange. Sur le dos de sable, Élise fut la première à voir les silhouettes qui s'approchaient. « Marie, regarde !» Des gens, les jumelles, déshydratées et épuisées après des heures passées sous le soleil brutal, observaient avec un mélange d'espoir et d'appréhension les 3 hommes qui s'avançaient vers elles. Sable, sentant leur tension, ralentit mais continua d'avancer comme s'il jugeait que ces étrangers représentaient le salut, non une menace. Lorsque les hommes furent assez proches, les fillettes purent voir leurs visages partiellement dissimulés par des chèches indigos. Leurs yeux sombres exprimaient plus de surprise que d'hostilité. « Bonjour !» tenta faiblement Élise en français, ne sachant pas si ces hommes la comprendraient. « Azalam !» répondit le plus âgé des 3 hommes, descendant de son chameau. Il s'approcha précautionneusement de Sable, qui, contre toute attente, resta parfaitement calme. « Française ?» demanda l'homme dans un français rudimentaire. « Oui » confirma Élise, les larmes aux yeux. « S'il vous plaît, aidez-nous. Notre père nous a laissés. » L'homme fronça les sourcils, comprenant la situation malgré la barrière linguistique. Il fit un geste apaisant vers les fillettes, puis se tourna vers ses compagnons, échangeant rapidement des paroles dans leur langue. Se retournant vers les jumelles, il défit sa gourde en peau et la tendit aux fillettes. Eau, boire. Marie et Élise se partagèrent l'eau précieuse, buvant de petites gorgées comme Madame Clément leur avait toujours recommandé en cas de déshydratation. Chaque goutte semblait ramener la vie dans leurs corps épuisés. L'homme caressa doucement l'encolure de sable, murmurant des paroles admiratives.
Elle, étalon, à bout de force après sa course héroïque à travers le désert, tremblait légèrement, sa respiration laborieuse. « Cheval courageux », dit l'homme, impressionné. « Très rare ici. » Il fit un nouveau signe à ses compagnons qui s'approchèrent pour aider les fillettes à descendre du dos de sable. L'animal, comme s'il comprenait que sa mission était accomplie, s'effondra presque instantanément sur le sable, sa poitrine se soulevant par saccades. « Sable !» cria Marie, se précipitant vers l'étalon. « Qu'est-ce qu'il a ?» L'homme s'accroupit près de l'animal, l'examinant rapidement. Épuisé, déshydraté. Besoin d'eau et repos. Un des hommes plus jeunes s'approcha avec une outre plus grande, versant précautionneusement de l'eau dans la bouche de sable. Elle, étalon, but faiblement, ses yeux à demi fermés. « Vous allez le sauver ?» demanda Élise, son inquiétude pour leur sauveur surpassant momentanément sa propre détresse. « Inch'Allah » répondit l'homme. « Si Dieu veut. » Pendant ce temps, à des kilomètres de là, François réalisait progressivement qu'il tournait en rond. Le paysage, pourtant si uniforme pour un œil non exercé, présentait des formations qu'il avait déjà remarquées plus tôt. « Nous ne retournons pas à l'endroit où nous avons laissé les filles », déclara-t-il soudainement, sa voix claquant comme un fouet dans l'habitacle surchauffé. Omar garda les yeux fixés sur l'horizon. « Le désert est traître, monsieur Fontaine. Toutes les dunes se ressemblent. Ne me prenez pas pour un imbécile, gronda François. Vous nous éloignez délibérément du site. Vivienne posa une main sur son bras, son toucher aussi froid que son regard. Calme-toi, François. Omar connaît ce désert mieux que nous. François se dégagea violemment. Arrêtez cette voiture immédiatement, ou je jure que... Ces paroles furent coupées net par le bruit d'un hélicoptère approchant rapidement. Les trois occupants du véhicule levèrent les yeux pour voir un appareil militaire marocain survoler la zone. Sa présence aussi inattendue qu'inquiétante dans cette région isolée. « Les autorités » murmura Omar, ralentissant instinctivement le véhicule. « Comment ont-elles su ?» Madame Clément, réalisa François, un mélange de soulagement et d'appréhension l'envahissant. Elle a dû comprendre et donner l'alerte. Le visage de Vivienne se décomposa, perdant son masque de contrôle. C'est impossible. Elle était droguée. Nous avions tout prévu. L'hélicoptère fit demi-tour, volant en cercle concentrique comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. Puis, repérant leur véhicule, il commença à descendre, soulevant des tourbillons de sable autour d'eux. « C'est fini », dit François, une étrange sérénité l'envahissant. Tout est fini. Au campement, Madame Clément arpentait nerveusement l'espace entre les tentes, guettant le moindre signe du retour des hommes partis chercher de l'aide ou, miraculeusement, des fillettes elles-mêmes. Son cœur bondit lorsqu'elle entendit le vrombissement d'un moteur approchant. Un véhicule de la gendarmerie royale marocaine apparut, soulevant un nuage de poussière. Deux officiers en uniforme en descendirent, suivi par un homme en civil, qui se présenta comme inspecteur de la police judiciaire. « Madame Clément » demanda-t-il en français. « Nous avons reçu votre signalement concernant 2 enfants françaises abandonnées dans le désert. »« Oui » confirma-t-elle, les larmes aux yeux, les jumelles Fontaine, Élise et Marie. Leur père les a délibérément abandonnées ce matin. J'ai trouvé des billets d'avion. Il prévoyait de quitter le pays demain avec sa compagne. L'inspecteur hocha gravement la tête, prenant des notes. Nous avons déjà déployé un hélicoptère pour survoler la zone. D'autres équipes terrestres sont en route. Il y a autre chose, ajouta Madame Clément. Leur cheval, Sable, s'est échappé et a suivi leurs traces dans le désert. C'est un animal remarquablement intelligent. S'il y a une chance qu'il les ait trouvés, l'inspecteur échangea un regard avec ses collègues, visiblement sceptiques. « Un cheval dans le désert, madame, c'est... Je sais ce que vous pensez, l'interrompit-elle, mais Sable n'est pas un cheval ordinaire. Le lien qu'il partage avec ses fillettes,
Vous ne pouvez pas l'imaginer. Dans le ciel, un deuxième hélicoptère passa en trombe, se dirigeant vers l'est, la direction qu'avaient prise les véhicules le matin même. Madame Clément ferma les yeux, une prière silencieuse sur les lèvres. La caravane berbère avait installé un abri temporaire pour les jumelles, une tente légère les protégeant du soleil impitoyable. Sable, toujours allongé sur le sable, recevait des soins attentifs de la part des nomades qui, bien que plus habitués aux chameaux, reconnaissaient et respectaient le courage extraordinaire de l'étalon. Hamid, le chef de la caravane, s'accroupit près des fillettes, leur offrant une préparation de lait fermenté mélangé à de l'eau, une boisson traditionnelle berbère riche en nutriments. « Votre cheval, dit-il dans son français approximatif, très spécial, très brave. Il nous a sauvés, murmura Élise, observant Sable avec inquiétude. L'animal respirait plus régulièrement maintenant, mais restait très affaibli. Il a traversé tout le désert pour nous trouver. Allah a guidé ses pas, affirma Hamid avec un hochement de tête respectueux. Maintenant, nous vous ramenons à la civilisation. Et Sable, demanda Marie, agrippant la main d'Élise. Hamid sourit avec douceur. Cheval vient aussi. Nous prenons soin, promis. Un des jeunes hommes de la caravane accourut soudain, pointant le ciel du doigt et parlant rapidement en tamazight. Tous levèrent les yeux pour voir un point sombre, grossissant rapidement, un hélicoptère approchant de leur position. « Voilà, dit Hamid, son visage éclairant. Les secours viennent pour vous. » L'hélicoptère des forces royales marocaines se posa à quelques centaines de mètres de la caravane, soulevant un tourbillon de sable doré. Les pales continuaient de tournoyer lorsque deux hommes en uniforme et une femme en tenue médicale en descendirent, se précipitant vers le groupe de berbères qui entourait protectivement les jumelles. « Ce sont elles ?» cria la médecin en français par-dessus le vacarme des moteurs. « Les filles Fontaine !» Hamid acquiesça, se écartant pour révéler Élise et Marie, blotties l'une contre l'autre sous l'abri de fortune. Leurs visages, bien que rougis par le soleil et striés de larmes séchées, s'illuminèrent à la vue des secours. La médecin s'agenouilla devant elle, son visage s'adoucissant immédiatement. « Je m'appelle Docteur Laïla Benani. Nous sommes venus vous chercher, mes chéris. Tout va bien maintenant. » Sable, dit immédiatement Élise, pointant vers elle des talons toujours allongés sur le sable. Il faut l'aider d'abord. Il nous a sauvés. Docteur. Benani suivit son regard, surprise de voir un cheval de race aussi noble au milieu du Sahara. Nous allons nous occuper de lui aussi, je te le promets. Elle examina rapidement les fillettes, vérifiant leurs signes vitaux et leur niveau de déshydratation. Elles sont déshydratées et épuisées, annonça-t-elle à ses collègues. Mais rien de grave, ces hommes sont arrivés juste à temps. Hamid s'approcha, parlant dans un mélange de français et d'arabe. Il expliqua comment ils avaient trouvé les jumelles, sur le dos de elle les talons épuisés, comment l'animal semblait avoir traversé des kilomètres de désert pour les sauver. « C'est remarquable », admit l'officier marocain, observant Sable avec un respect nouveau. Il se tourna vers son collègue. « Contacte la base. Nous aurons besoin d'un transport spécial pour le cheval. » Pendant que les secouristes s'affairaient autour des jumelles, leur administrant des soins et les préparant pour l'évacuation, Marie s'approcha de Sable. Elle, étalon, sentant sa présence, souleva faiblement la tête. « Tu es le plus brave des chevaux, » murmura-t-elle, caressant son museau velouté. « Je t'aime tellement, Sable. » L'animal hennit doucement, comme s'il comprenait. Ses yeux, bien que épuisés, brillaient d'une intelligence et d'une affection qui transcendaient la barrière des espèces. À quelques kilomètres de là, la scène qui se déroulait était bien différente. L'hélicoptère militaire avait forcé le véhicule de François à s'arrêter. Des officiers de la gendarmerie royale marocaine, armes au poing, encerclaient maintenant les trois occupants. « Monsieur François Fontaine ?» demanda l'officier qui semblait diriger l'opération. François hocha la tête, résigné.
Mes filles, les avez-vous trouvées? Une équipe de recherche est en contact avec elles en ce moment même, répondit l'officier froidement. Elles ont été secourues par des nomades berbères. Un soulagement immense submergea François, aussitôt suivi par une honte écrasante. Vont-elles bien? Selon les premières informations, oui, malgré vos actions. L'officier fit un geste à ses hommes. François Fontaine, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'homicide sur mineur et abandon d'enfants en situation de danger. 2 officiers s'avancèrent, menottant François qui ne résista pas. Vivienne, en revanche, explosa. « C'est ridicule !» cria-t-elle, son masque de sophistication s'effritant complètement. « Vous ne pouvez pas nous arrêter. Vous savez qui est François Fontaine? La France n'acceptera jamais... » « Madame Mercier, l'interrompit l'officier, vous êtes également en état d'arrestation comme complice. Quant à l'influence de Monsieur Fontaine, je peux vous assurer que la France coopère pleinement dans cette affaire. L'abandon d'enfants dans le désert est un crime grave dans tous les pays civilisés. » Alors qu'on la menottait, Vivienne se tourna vers François, sa beauté déformée par la rage et la peur. « Tout ça, c'est ta faute. Si tu avais eu le courage d'aller jusqu'au bout. »« Silence !» ordonna l'officier avant de se tourner vers Omar. « Quant à vous, Monsieur Ben Ali, vos arrangements financiers avec Monsieur Fontaine ont déjà été découverts. Votre coopération pourrait alléger votre peine. » Le guide baissa la tête, vaincu. Sous le soleil implacable du désert, la vérité avait une manière brutale de se révéler, mettant à nu la corruption des âmes qui avaient cru pouvoir échapper à leurs responsabilités. Au campement, Madame Clément attendait nerveusement des nouvelles. Lorsque la radio de l'officier restait sur place grésilla pour annoncer que les jumelles avaient été retrouvées saines et sauves, elle s'effondra sur une chaise, submergée par le soulagement. « Dieu merci !» murmura-t-elle, des larmes de joie coulant librement sur ses joues ridées. « Et Sable, le cheval ?» L'officier écouta la suite du message, puis se tourna vers elle avec un sourire surpris. Il semblerait que le cheval les ait effectivement retrouvés. Il est épuisé mais vivant. Madame Clément ferma les yeux, une prière silencieuse sur les lèvres. Elle avait toujours su que le lien entre Sable et les jumelles était spécial, mais ce qu'il avait accompli dépassait l'entendement. « Quand seront-elles ramenées ici ?» demanda-t-elle, déjà en train de planifier les soins dont les fillettes auraient besoin. Elles sont transportées directement à l'hôpital de Merzouga pour un examen complet, répondit l'officier. Une équipe vétérinaire s'occupera du cheval. Vous pourrez les rejoindre dès qu'un véhicule sera disponible. La nouvelle de l'extraordinaire sauvetage se répandit comme une traînée de poudre, d'abord parmi les autorités locales, puis dans les médias internationaux. L'histoire d'un cheval de race qui avait traversé le désert pour sauver 2 fillettes abandonnées par leur père millionnaire captivait l'imagination du monde entier. À l'hôpital de Merzouga, les jumelles reposaient dans une chambre fraîche, des perfusions hydratantes connectées à leurs petits bras. Les médecins avaient confirmé qu'elles souffraient de déshydratation et de légères brûlures solaires, mais qu'elles se remettraient complètement. Et Sable, demandait régulièrement Élise aux infirmières qui passaient. « Comment va Sable ?» Finalement, le docteur Benani entra avec des nouvelles. « Votre cheval est entre de bonnes mains, assura-t-elle. Les vétérinaires disent qu'il est extrêmement déshydraté et épuisé, mais qu'il est fort. Il devrait se rétablir. Pouvons-nous le voir ?» demanda Marie, ses yeux implorants. « Pas aujourd'hui, ma chérie. Vous avez tous les 2 besoin de repos. » Le médecin hésita avant d'ajouter « Il y a quelqu'un d'autre qui souhaite vous voir, cependant. » La porte s'ouvrit à nouveau pour révéler Madame Clément, son visage marqué par l'inquiétude et le épuisement, mais illuminé par un sourire tremblant. « Mes petites trésors, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Madame Clément !» Les jumelles tendirent leurs bras vers elle, toute leur retenue oubliée dans ce moment de retrouvailles. La gouvernante les enveloppa dans une étreinte protectrice, comme si elle ne voulait plus jamais les laisser partir.
J'ai eu si peur, avoua-t-elle, sa voix brisée par les émotions. Quand j'ai compris ce qui s'était passé, papa nous a abandonnés, dit Élise, énonçant la terrible vérité que son jeune esprit tentait encore de comprendre. Il nous a laissés dans le désert parce que Vivienne le voulait. Madame Clément caressa doucement ses cheveux. Votre père a fait quelque chose d'impardonnable, mes chéris, mais il a été arrêté. Il ne pourra plus jamais vous faire de mal. Où est-il maintenant? Demanda Marie, sa voix petite et incertaine. En détention, répondit la gouvernante, choisissant soigneusement ses mots. Les autorités s'occupent de lui et de mademoiselle Mercier. Un silence s'installa, lourd des questions que les fillettes n'osaient pas poser, des réponses que madame Clément N n'était pas prête à donner. Comment expliquer à des enfants de 6 ans que leur père avait choisi de les sacrifier pour une nouvelle vie? Comment leur faire comprendre une trahison si fondamentale? Ce fut Élise, toujours la plus réfléchie des deux, qui rompit finalement le silence. Est-ce que c'est parce qu'il ne nous aimait pas assez? Le cœur de madame Clément se brisa devant cette question impossible. « Oh, ma chérie, murmura-t-elle, serrant la fillette contre elle. Ce n'est pas de votre faute, jamais. Votre père, il s'est perdu, il a oublié ce qui était vraiment important. Mais Sable n'a pas oublié, intervint Marie, une sagesse inattendue dans sa voix enfantine. Sable nous a trouvés parce qu'il nous aime vraiment. Madame Clément acquiesça, émue par cette vérité simple mais profonde. Oui, ma chérie, Sable vous aime d'un amour pur et vrai. Et moi aussi. À l'extérieur de l'hôpital, des journalistes du monde entier commençaient à se rassembler, attirés par cette histoire qui touchait les cœurs et transcendait les frontières. L'histoire de 2 petites filles trahies par leur père, mais sauvées par l'amour inconditionnel d'un animal. Une histoire de trahison et de rédemption qui ne faisait que commencer. 3 jours s'étaient écoulés depuis le sauvetage miraculeux des jumelles Fontaine. L'affaire avait pris une dimension internationale. Les médias du monde entier relatant l'histoire incroyable de El Étalon Noir qui avait traversé le désert pour sauver 2 fillettes abandonnées par leur père millionnaire. À l'hôpital de Merzouga, transformé en forteresse par les forces de sécurité marocaines pour protéger les jumelles de l'attention médiatique, Élise et Marie se remettaient progressivement de leur épreuve. Leur corps guérissait plus vite que leur cœur, encore meurtri par une trahison qu'elles peinaient à comprendre. « Mademoiselle » annonça le docteur Benani en entrant dans leur chambre, avec un sourire mystérieux. « J'ai une surprise pour vous aujourd'hui. » Les jumelles, assises sur le lit d'Élise en train de dessiner, levèrent des yeux curieux. À leur côté, madame Clément, qui ne les avait pas quittées depuis son arrivée à l'hôpital, posa son livre. Quelqu'un de très spécial et suffisamment rétabli pour recevoir des visiteurs, poursuivit le médecin. Si vous vous sentez assez forte pour une petite promenade, Sable, s'écrièrent les fillettes à l'unisson, bondissant du lit avec une énergie qu'on ne leur avait pas vue depuis leur sauvetage. Quelques minutes plus tard, accompagnées du docteur Benani et de madame Clément, elles traversaient les jardins de l'hôpital vers une annexe transformée en clinique vétérinaire improvisée. Lorsqu'elles entrèrent dans le box spacieux, Sable, qui somnolait sur un épais tapis de paille, redressa immédiatement la tête. Elle, Étalon, hennit doucement. Un son de reconnaissance et de joie pure qui fit monter les larmes aux yeux de tous les adultes présents. Malgré sa faiblesse encore visible, il tenta de se lever. « Reste tranquille, mon brave », murmura le vétérinaire qui le surveillait. « Tes petites maîtresses viennent à toi. » Les jumelles se précipitèrent vers Sable, enfouissant leur visage dans sa crinière soyeuse, leurs petites mains caressant son encolure avec une tendresse infinie. « Tu nous as sauvés », murmurait Élise, les larmes coulant librement sur ses joues. « Tu es venu nous chercher dans le désert. On t'aime tellement », ajouta Marie, embrassant le museau velouté de l'animal. Sable frotta sa tête contre les fillettes, comme pour s'assurer qu'elles étaient bien réelles, qu'elles étaient sauves.
Son souffle chaud contre leurs joues semblait dire plus que n'importe quels mots humains n'auraient pu exprimer. « C'est un miracle », commenta le vétérinaire au docteur Benani. « J'ai rarement vu un tel lien entre un animal et des humains. Ce cheval a parcouru près de 30 kilomètres dans le désert, sans eau, guidé uniquement par son attachement à ses enfants. Certains liens transcendent notre compréhension, répondit le médecin, observant la scène avec émotion. Pendant ce temps, à Rabat, dans un bureau austère du ministère de la Justice marocain, une réunion d'un tout autre ordre se déroulait. L'ambassadeur de France, le procureur général du royaume et plusieurs hauts fonctionnaires discutaient du sort de François Fontaine et de sa complice. La France reconnaît pleinement la juridiction du Maroc dans cette affaire, déclara l'ambassadeur, son visage grave reflétant l'indignation de son pays face à l'acte commis par l'un de ses citoyens. Monsieur Fontaine répondra de ces actes devant votre justice. Les charges sont extrêmement graves, confirma le procureur. Tentative d'homicide sur mineur, abandon d'enfants en situation de danger, complot criminel. La peine pourrait aller jusqu'à 20 ans d'emprisonnement. Et concernant les enfants, demanda l'ambassadeur, une juge des affaires familiales françaises est arrivée ce matin, répondit un attaché. Elle évalue la situation. Les grands-parents maternels des jumelles, les Dupont, ont déjà entamé des démarches pour obtenir leur garde. À quelques kilomètres de là, dans une cellule spartiate de la prison centrale, François Fontaine était assis sur le bord de son lit, le visage enfoui dans ses mains. 3 jours de détention avaient transformé le magnate, autrefois impeccable, en une ombre de lui-même. Ses vêtements froissés, sa barbe naissante, ses yeux hantés par l'horreur de ses propres actions. La porte de la cellule s'ouvrit pour laisser entrer un homme en costume, accompagné d'un garde. « Monsieur Fontaine, » commença l'homme, « je suis Maître Laurent, avocat nommé par le consulat français pour vous représenter. » François leva des yeux vides. « Comment vont mes filles ? Elles se remettent bien physiquement, » répondit l'avocat, prenant place sur l'unique chaise de la cellule. « L'histoire de leur sauvetage par votre cheval fait le tour du monde. »« Sable, » murmura François, un sourire amer tordant ses lèvres. « Cet animal les aimait plus que moi. » L'avocat ouvrit sa serviette, en sortant plusieurs documents. « Monsieur Fontaine, je dois être franc avec vous. Votre situation juridique est extrêmement grave. Les preuves contre vous sont accablantes. Madame Mercier a déjà commencé à vous rejeter toute la responsabilité. »« Bien sûr qu'elle l'a fait, » murmura François, sans surprise. « Il y a autre chose, » continua Maître Laurent. « Vos filles ont demandé à vous voir. » François releva brusquement la tête, une lueur d'espoir traversant son regard éteint. « Vraiment ? Elles veulent me voir ? Après ce que j'ai fait ? » La juge des affaires familiales hésite à autoriser cette rencontre, précisa l'avocat. Elle craint que cela ne traumatise davantage les enfants. Mais la psychologue qui les suit pense qu'une confrontation contrôlée pourrait les aider à comprendre, à commencer leur processus de guérison. François se leva, marchant jusque à la petite fenêtre grillagée qui offrait une vue limitée sur un ciel d'un bleu implacable. « Je ne mérite pas leur pardon, » dit-il doucement, « mais si elles veulent des réponses, je leur dois au moins ça. » À Paris, la nouvelle de l'abandon des jumelles Fontaine avait provoqué une onde de choc dans les cercles d'affaires et la haute société. Le château Bellerive, autrefois symbole de la réussite de François, était désormais assiégé par les journalistes. À l'intérieur, Philippe et Marguerite Dupont, les parents d'Isabelle, préparaient fébrilement les chambres des jumelles. « Et tout doit être parfait pour leur retour », murmurait Marguerite, arrangeant des peluches sur les lits jumeaux. « Ces pauvres petites ont vécu l'enfer. As-tu des nouvelles du juge ?» demanda Philippe, accrochant des cadres contenant des photos d'Isabelle, voulant que ses petites filles soient entourées par l'image de leur mère disparue. Madame Clément a appelé. « La décision est pratiquement prise. Nous obtiendrons la garde. »
répondit Marguerite, ses yeux s'embuant de larmes. Isabelle nous regarde. Philippe. Elle sait que nous prendrons soin de ses filles. Et le cheval, demanda-t-il, sachant combien l'animal était devenu important dans cette histoire. Il viendra aussi, bien sûr. Comment pourrions-nous les séparer après ce qu'il a fait? De retour à l'hôpital de Merzouga, les jumelles, épuisées mais apaisées par leur visite à Sable, dormaient paisiblement, leurs petites mains jointes, même dans leur sommeil, comme si elles craignaient encore d'être séparées. Madame Clément les observait depuis son fauteuil, son cœur débordant d'amour et de tristesse mêlée. Sur la table de chevet, une lettre officielle confirmait sa nomination comme tutrice temporaire jusqu'au transfert de la garde aux grands-parents. Dans le couloir, la juge des affaires familiales et le psychologue discutaient à voix basse de la demande impossible à ignorer des fillettes, voir leur père une dernière fois. La question qui tourmentait tous les adultes impliqués dans cette affaire était simple, mais déchirante. Comment des enfants si jeunes pouvaient-ils jamais comprendre ou surmonter une telle trahison? La réponse, peut-être, se trouvait dans la leçon que Sable leur avait enseignée, que l'amour véritable ne connaît ni calcul ni condition, qu'il traverse les déserts les plus arides pour retrouver ceux qu'il chérit. La salle de visite de la prison de Rabat était aménagée aussi confortablement que possible pour cette rencontre extraordinaire. Des dessins colorés avaient été accrochés aux murs austères et des peluches disposées sur les sièges où attendaient les jumelles, leurs petites mains serrées l'une dans l'autre. Madame Clément, assise légèrement en retrait, observait avec inquiétude les fillettes dont les visages, habituellement si expressifs, étaient devenus des masques indéchiffrables. La psychologue, Dr Nadia Farid, avait longuement préparé ce moment, expliquant aux enfants qu'elles pouvaient poser toutes les questions qui tourmentaient leur cœur, qu'elles avaient le droit d'exprimer leur colère, leur tristesse, leur incompréhension. Lorsque la porte s'ouvrit et que François apparut, encadré par 2 gardes, un silence assourdissant tomba sur la pièce. L'homme qui se tenait là n'était plus le magnate imposant que les fillettes avaient connu. Amaigri, le visage creusé par la culpabilité et l'insomnie, il semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques jours. « Élise, Marie » murmura-t-il, sa voix à peine audible, s'arrêtant à quelques mètres d'elle, n'osant pas s'approcher davantage. Les jumelles le regardèrent sans bouger, leurs yeux reflétant une maturité douloureuse qu'aucun enfant ne devrait posséder. « Et pourquoi, papa ?» demanda finalement Élise, brisant le silence avec la question qui les hantait depuis ce jour terrible dans le désert. François ferma les yeux un instant, comme si la simple vue de ses filles était une torture qu'il ne pouvait supporter. Lorsqu'il les rouvrit, des larmes coulaient librement sur ses joues. « Je n'ai pas d'excuse, » répondit-il, choisissant la vérité plutôt qu'une justification impossible. « J'ai été faible, j'ai été égoïste, j'ai écouté les mauvaises personnes et j'ai fait quelque chose d'impardonnable. »« Tu ne nous aimais plus ?» La voix de Marie tremblait légèrement, trahissant la douleur immense derrière cette simple question. François s'avança d'un pas, s'arrêtant lorsqu'il vit les fillettes se raidir. « Ah, je vous aime !» dit-il avec force. « Je n'ai jamais cessé de vous aimer, mais j'ai laissé d'autres sentiments, la peur et l'égoïsme, la lâcheté, devenir plus fort que cet amour. C'est inexcusable. »« Sable nous a trouvés, » dit Élise, une note de fierté perçant à travers sa tristesse. « Il a traversé tout le désert pour nous sauver. »« Je sais, » murmura François, la honte évidente dans sa voix. « Un animal a montré plus de courage et d'amour que moi. » Un silence s'installa, lourd de tout ce qui ne pouvait être dit, de tout ce qui ne pouvait être réparé. Puis, dans un geste qui surprit tous les adultes présents, Marie se leva et s'approcha de son père. Sans le toucher, elle le regarda droit dans les yeux. « Madame Clément dit que parfois, les gens qu'on aime nous font du mal, » dit-elle, sa voix enfantine contrastant avec la sagesse de ses paroles, « et que nous n'avons pas à leur pardonner, mais que nous pouvons quand même guérir. » François tomba à genoux,
à hauteur du regard de sa fille, des sanglots silencieux secouant ses épaules. « Je vous souhaite de guérir, mes chéris, de grandir heureuse et forte, entourée de personnes qui vous aimeront comme vous le méritez. » Élise rejoignit sa sœur et ensemble, elles regardèrent une dernière fois l'homme qui avait été leur héros, leur monde entier. Pas un mot de pardon ne fut prononcé. Certaines actions sont au-delà du pardon, mais dans ce regard final résidait peut-être le début d'une forme de paix. 3 semaines plus tard, sous un ciel d'automne parisien, une voiture franchissait les grilles du château Bellerive. À l'arrière, Élise et Marie regardaient avec émerveillement le domaine qui serait désormais leur foyer, sous la garde aimante de leurs grands-parents maternels. « Regarde, Marie !» s'exclama Élise, pointant vers les écuries où une silhouette majestueuse les attendait. Sable, entièrement rétabli, hennit joyeusement à leur vue. Dès que la voiture s'arrêta, les jumelles bondirent, courant vers leur fidèle compagnon qui avait été rapatrié quelques jours avant elles. Marguerite Dupont observait la scène depuis le perron, son cœur se serrant à la vue de ses enfants qui ressemblaient tant à sa fille disparue. « Elles guériront », murmura Philippe en rejoignant sa femme. « Grâce à nous, grâce à ce cheval extraordinaire, elles guériront. » Dans les écuries rénovées du château Bellerive, un box spécial avait été aménagé pour Sable, plus spacieux et luxueux que tous les autres. Une plaque dorée avait été fixée sur la porte. Sable, héros et gardien. Les médias français, qui avaient suivi l'affaire avec passion, relataient maintenant la sentence. François Fontaine avait été condamné à 15 ans de prison pour tentative d'homicide et abandon d'enfant. Vivienne Mercier avait écopé de 12 ans comme complice. Omar, en échange de sa coopération, avait reçu une peine réduite de 8 ans. L'empire financier de François était démantelé méthodiquement, ses actifs gelés pour assurer l'avenir financier des jumelles. Madame Clément, qui avait refusé de quitter les fillettes, avait accepté l'invitation des Dupont à continuer de veiller sur elle au château Bellerive. Un soir d'octobre, alors que les feuilles dorées dansaient dans le vent, les jumelles se tenaient près de la clôture du pré où Sable galopait librement. Le soleil couchant nimbait la scène d'une lumière presque magique, transformant la robe noire de Elle et Talon en un manteau d'ébène vivant. « Tu crois qu'on oubliera un jour ?» demanda Marie, sa tête reposant sur l'épaule de sa sœur. « Non », répondit Élise avec une sagesse au-delà de ses années. « Mais je crois qu'un jour, ça fera moins mal. » Sable s'approcha de la clôture, son souffle chaud caressant les visages des fillettes. Dans ses yeux profonds brillait cette intelligence particulière, cette compréhension qui transcendait les barrières entre les espèces. Les jumelles enroulèrent leurs bras autour de son encolure puissante, puisant dans sa présence la force de continuer, de reconstruire, de croire à nouveau. Car si l'abandon les avait marqués à jamais, le sauvetage miraculeux leur avait enseigné une leçon plus puissante encore, que l'amour véritable, l'amour inconditionnel, pouvait traverser les déserts les plus hostiles pour retrouver ceux qu'il chérit. Et tandis que la nuit tombait doucement sur le château Bellerive, une étoile particulièrement brillante semblait veiller sur ce tableau de guérison et d'espoir, comme si Isabelle elle-même, depuis les cieux, bénissait cette famille brisée mais résiliente, réunie par l'acte héroïque d'un cheval au cœur plus grand que celui de bien des hommes.